Bonjour tout le monde. Ça, c'est la langue de travail suivant notre constitution. Alors, l'équipe nationale du Mali a parlé en Bamana, en Sarakole, en Sorey. Vous savez qu'au nord, il y a les Tamashek, Loufana, Madatolahan. Je vais leur parler. Tagalasan. Et les Arabes, salam alaikum, je pense qu'on a tous adopté leur langue. Pour être complet, je crois qu'il y a une ethnie qui va se sentir oubliée, mais vous savez, au nord, les gens pensent que au Mali, il y a les Tamashek, il y a les Arabes, il y a les Peuls. Tous les autres là, les gens du nord pensent que c'est les Bambara. Ils ne connaissent pas les détails. Parce que tout le monde parle la langue Bamana. Bon, maintenant, on la parle jusqu'à Kidal. Hein. Donc, je voudrais aussi m'adresser à mes parents Tamashek et Araba, les saluant dans leur langue. Je voudrais aussi saluer nos artistes. Vous savez, la représentation qu'ils viennent de nous montrer, en quelques 15 minutes, si on devait donner des cours, c'est plusieurs heures, sinon plusieurs jours. Comme quoi, le talent des artistes permet d'économiser le temps, de faire de la pédagogie et nous apprendre beaucoup de choses. J'ai vu avec combien d'attention tout le monde suivait ce qu'ils étaient en train de dire et applaudissait. Personne n'avait envie de dormir, on était en train de pousser son voisin et sourire. Je voudrais les saluer et saluer leur talent. C'est cette façon de faire, comme le président le dit, Beki Yoyo Yorola. Ni Bei Yoyo Yorola, le pays va aller de l'avant. Nos artistes, nos musiciens nous font la musique. Nos hommes des arts, du théâtre, nous font des nyola pour nous éduquer. Et puis nous autres, on fait les discours. Tantôt, on les fait dans la langue de travail, dans les langues nationales. Bon, comme il y a aussi les Maliens de l'extérieur, la diaspora qui nous suit, je vais essayer de dire le maximum de ce que j'ai à dire en langue de travail, pour que tout le monde comprenne. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous avez fait votre discours tout de suite, je disais que ça c'est le professeur d'université qui donne un cours magistral à ses élèves. Nous l'écoutions avec beaucoup d'intérêt. Il prenait tout son temps. Exactement, il n'était pas pressé. Même à la fin, vous avez vu comment il a terminé, tranquillement, comme un professeur devant ses élèves. Il n'était pas pressé. Je l'ai donc salué et félicité. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, j'ai l'habitude de dire quelque chose que je vais répéter. Je vais continuer à le dire parce que si je crois à quelque chose, je n'arrête pas de le répéter. Vous voyez comment ils sont mobilisés pour venir soutenir leurs collègues. Beaucoup pouvaient trouver des artifices et être absents, surtout qu'au niveau du gouvernement, j'ai demandé que chaque fois qu'un ministre a des occupations particulières, il a la permission de s'absenter des cérémonies qui prennent beaucoup de temps. Malgré tout, ils sont venus nombreux pour manifester leur soutien à leurs collègues de l'éducation nationale. Je voudrais donc les saluer ici pour leur solidarité dans les mouvements, on dirait solidarité agissante avec leurs collègues qui démontrent encore comment au niveau du gouvernement nous essayons de travailler ensemble parce que c'est une équipe. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Messieurs les anciens ministres, vous savez, chez nous, dans la tradition, quand un nouveau pouvoir arrive, on ne parle plus des anciens. On fait comme si les nouveaux qui ont commencé le monde. Moi, j'ai une tête très claire. Surtout dans l'enseignement, c'est la continuité. Donc ce que nous faisons là, nous
nous enrichissons ce que les anciens ont fait. Donc ce que les anciens ministres ont fait depuis 1960. Vous avez écouté la DENAFLA, avant on disait l'alphabétisation fonctionnelle. Je n'ai pas entendu le mot fonctionnel. Donc ça veut dire que les choses évoluent. Donc je voudrais saluer de façon spécifique tous les anciens ministres qui sont là, parce que c'est le fruit de leur travail que nous continuons à cultiver. Le jardin Mali, c'est pour toutes les générations. Mais aussi tous les enseignants et les enseignantes qu'on a montrés ici, tous ceux qui ont contribué au fil des 60 ans, sinon même avant, au développement des langues nationales. Nous tous, d'une certaine façon, nous sommes en réalité des analphabètes dans nos langues. Si vous me présentez un texte en songwe, je ne suis pas sûr que je vais le lire avec autant d'éloquence que dans la langue de travail. Donc en réalité, nous sommes des analphabètes dans nos langues. Et eux, c'est des hommes cultivés. Parce que chez nous, souvent, on confond avoir des gros diplômes en anglais, en russe, en français et être instruit. Il y a des gens très instruits chez nous qui n'ont pas été à l'école. Ils ont des dictons et des proverbes qui constituent chaque fois des leçons. Et tous ces anciens maîtres que je viens d'observer ici, certains ont été médaillés, plus les anciens ministres et tous ceux qui ont travaillé au développement des langues nationales, je voudrais leur rendre ici un hommage spécifique et un hommage mérité. Mesdames et messieurs, monsieur le représentant, je me demandais ce que j'allais dire porte-parole ou envoyé du représentant du bureau de l'UNESCO à Bamako, parce qu'il a bien précisé qu'il parle au nom du représentant qui est en mission. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la délégation spéciale du district de Bamako, Madame le maire du district de Bamako, le ministre disait la maire ou la maire, moi je préfère dire le maire. Le maire, le ministre, nous sommes des anciens, mais très conservateurs, parce que vous savez, moi j'ai étudié en Russie. En France, il y a le féminin et le masculin. En Russie, il y a le féminin, le masculin et le neutre. Il y a des fonctions, ministre, maire, autres, ça c'est neutre. Donc on nous a appris Madame le maire. Maintenant, il y a un peu de mode. On ajoute la maire, c'est pas une faute. Madame le maire. C'est le secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues, à Calan. Ici, je voudrais, avant de passer, saluer la mémoire d'un homme qui a marqué la question des langues nationales. Moi, j'ai des divergences politiques avec lui, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais je reconnais son rôle historique dans le développement des langues nationales. Il a consacré presque une partie de sa vie au développement de ces langues. Il s'agit du professeur Amadou Samassikou. Je voudrais ici saluer sa mémoire. Adama Samassikou. Excusez, c'est mon ancien, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et quand on se voit, on parle souvent politique. Et ils sont très diplomates, ils me laissent parler. Je sais qu'ils tirent ses conclusions, ils ne me les donnent pas. Mais concernant les langues, j'ai une profonde admiration pour lui. C'est le directeur des services centraux, des services rattachés, des organismes personnalisés de l'éducation nationale. Toutes ces fourmis non visibles, mais qui travaillent, qui font le succès de l'éducation. Souvent, on a l'impression qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Mais bon, j'ai une claire conscience que sans eux, il n'y a rien. En réalité, ils sont derrière les rideaux, mais ceux qui managent tout. Les ministres changent, les gouvernements changent, on fait les bons discours, les premiers ministres changent, mais ils sont là. Je voudrais donc vous saluer
pour votre dévouement. Et c'est sur vous que notre pays repose. Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, bon, c'est un terme consacré, hein? Tout ce qui nous aide. Bien sûr, dans le lot, il y a d'autres, à travers les partenaires techniques et financiers, vous savez, il y a des gens qui cherchent à faire passer leurs idées. Vous savez, la fameuse question de l'homosexualité, vous savez, par exemple, c'est une question qui est discutable suivant les pays, suivant leur histoire. Souvent, j'ai eu des débats avec les femmes, je dis, vous savez, les pays d'où ce sujet est venu avec force, les pays d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord, on a maltraité les femmes. Si vous savez ce qu'on a fait aux femmes dans ces pays, vous vous demandez si c'était des humains. Donc les femmes se sont battues pour avoir certains droits. Bien entendu, dans cette vague, bon, d'autres couches ont fait passer leur progrès aussi. En Europe, il y a 100 ou 200, même 50 ans, si vous parliez d'homosexualité, mais vous étiez brûlés. Aujourd'hui, c'est la mode là-bas. Ça, c'est l'évolution de leur société. C'est un processus qui est connu, qui existe chez les hommes et les femmes depuis dans le ventre de leur mère. Certains l'ont assimilé à des maladies. Moi, je ne suis pas de cette école. Mais chaque société a ses règles. Chacun peut mener sa vie sans heurter la société. Je ne suis pas comme ce monsieur, ce président d'un pays européen qui récemment fait une sortie pour demander à son grand ami d'un pays africain de faire prendre des lois pour propager l'homosexualité. De la même façon, il disait en 2022, ah, je vais dire à tel pays africain de prendre des sanctions contre le Mali au prochain sommet. Vous avez entendu? Il disait récemment, il s'adressait à un pays africain, sauf qu'il ne sait pas que ce pays a ses réalités. Il faut laisser les Africains évoluer à leur rythme. Le jour où notre société estime qu'il lui faut telle loi, il va y arriver. Mais qu'on ne s'assoit pas des milliers de kilomètres pour nous dicter ce qu'il faut faire ou profiter du débat sur les droits des femmes pour glisser à travers des enveloppes d'argent données à des responsables ou promis à des gouvernements des valeurs pour lesquelles notre société n'est pas encore prête. Mesdames et messieurs, j'ai dit ça à l'intention de nos amis de la société civile qui suivent tout ce qui se fait, mais aussi à nos partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs de la presse, qui commentaient ce que nous disons, souvent les transformant d'ailleurs. Je venais de dire au présentateur ici que j'écoute tous les jours ces émissions. Peut-être lui ne savait pas. Tout ce qu'il dit sur le Mali, je suis sa radio. Je crois qu'il doit se dire, mais ce premier ministre, quand est-ce qu'il a le temps de me suivre? Mais moi, je suis tout. Tous les matins. RFI, c'est interdit ici, non? Moi, je l'écoute sur Internet. Tout ce qu'il dit sur le Mali, là, avait donné à qui là-haut. J'écoute la voix de l'Amérique. J'écoute BBC. Parce que ces messieurs, à travers les antennes de leur radio, qu'ils ont pu installer chez nous à travers des accords avec les gouvernements démocratiquement élus, sont allés jusque dans les villages. Et là-bas, nos grands-mères, au lieu de dire RFI a dit, Radio Mali a dit, dites non, RFI est faux. BBC est faux. Même dans les petits villages, vous avez la voix de l'Amérique, BBC, RFI. Donc moi, je prends soin de les écouter, dire ce qu'ils sont en train de mettre dans la tête de nos parents. Parce que ces pays dépensent beaucoup d'argent. Ils nous disent que c'est gratuitement, c'est pour nous aider. Ce sont des histoires. La France seule met près de 600 millions d'euros par an. Ça vous fait près de 40 milliards pour ces médias, tous ceux qui vont dans les villages là. L'Angleterre près d'1 milliard d'euros. Ça fait près de 600 milliards pour BBC. L'Amérique plus dans la voie de l'Amérique.
Donc quand vous levez le matin, vous entendez la voix de l'Amérique, on parle de ce qui se passe à Gao, de Tombouctou. Vous savez, moi je m'informe souvent sur les événements au Mali en écoutant ces radios. Parce qu'ils ont des gens partout, dans tous les coins, pour connaître nos réalités plus que nous. C'est pourquoi moi je les écoute. Donc, monsieur le journaliste, je vous écoute aussi tous les matins. Tout ce que vous dites dans votre radio, je vous écoute. Et je les félicite. Parce qu'il y en a qui confondent être dans la communication et totalement indépendant de la société. Dans chaque société, chaque phénomène répond à des exigences historiques, politiques, patriotiques. Mais il y en a qui viennent, ils parlent seulement, ah je suis indépendant. Vous savez, les 5 doigts de l'homme sont aussi indépendants, mais ils ne sont pas indépendants du tronc du bras, là. Tous les 5 doigts là. L'indépendance est toujours relative. Chez nous, certains confondent l'indépendance à véhiculer toutes sortes de messages qui déstabilisent souvent la société au lieu de rassurer son équilibre. Toute cette introduction, mesdames et messieurs, je vous l'ai faite. Ce n'est pas écrit, bien sûr. Vous pouvez imaginer, ça, ce n'est pas le travail des conseils techniques. Et j'ai écouté ici, dans les introductions, l'ode aux femmes. Une femme éduquée, ses enfants sont bien éduqués. Moi, je suis témoin. Tous les parents dont les mamans ont été éduquées, tous des enseignants, tous leurs enfants ont réussi. Ça veut dire que la femme, si nous voulons réussir, nous devons mettre l'accent sur les droits des femmes, les véritables droits et leur épanouissement. C'est ce qui m'a fait dire souvent d'ailleurs que les 2 groupes d'hommes auxquels on a demandé qui a peur des femmes, il y a un qui dit moi j'ai peur. Qui n'a pas peur? L'autre dit moi je n'ai pas peur. Moi je suis dans le groupe qui a peur des femmes. Parce que c'est une peur positive. Un homme qui n'a pas peur des femmes, à taille donc. La femme, c'est ta mère. La femme, c'est ta grand-mère. Ceux qui te voient nu. La femme, c'est ton épouse. Ce sont les 3 là qui vous voient nu à tout moment avant de rentrer dans votre tombe. Même si vous êtes un roi, un président, un premier ministre, ces 3 là, ils vous ont vu nu. Et quand vous êtes grand, ils vous voient nu aussi. Il me sera joint. Si tu ne les respectes pas, tu vas respecter qui? Ton succès, ça dépend de ceux qui t'apprennent à parler, à marcher, à manger. Quand tu as des difficultés, quand tout le monde abandonne, la mère n'abandonne jamais. La femme fidèle n'abandonne jamais. Vous voyez les hommes qui font la prison à cause souvent des problèmes politiques, tout le monde les abandonne sauf leurs épouses. Il faut faire 20 ans, elle est là. Donc, quand j'ai écouté l'ode aux femmes en matière d'alphabétisation, j'ai dit, on a vu juste. Nous devons travailler à élargir la base de l'éducation des femmes maliennes. Il y a des obstacles dans notre société. On dit souvent les Maliens anciens. Mais chaque société a des règles qu'il faut abandonner. Il y a des zones où c'est la femme qui se lève la première, celle qui travaille, celle qui dort la dernière. Les hommes sont en train de jouer au damier, ils mangent. Mais ça, c'est des habitudes qu'il faut laisser petit à petit. Pas brusquement. Quand les gens luttent pour ces choses-là, ça, c'est pas remettre en cause notre culture. C'est prendre ce qui est positif et abandonner ce qui est négatif. Je voudrais donc saluer toutes les femmes et à travers elles, toutes les femmes maliennes et celles qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs qu'on a vu les enseignantes qui ont marqué l'histoire qu'on a montré ici. La plupart, c'est des femmes. Ce n'est pas des milliardaires. C'est des simples. Certains sont même dans les quartiers populaires. Mais c'est en fait ceux qui ont fait le Mali. Je voudrais donc vous saluer pour cette reconnaissance, monsieur le ministre et vos collaborateurs. C'est donc avec un grand plaisir, mesdames et messieurs, que je prends la parole ce matin, à l'occasion de cette cérémonie.
je viens de vous le montrer. C'est avec un plaisir unique. Ça ne fait pas partie du travail que les conseillers m'ont écrit là. Que vous comprenez bien. Maintenant, je vais à ce que les conseillers m'ont écrit. Et sur quoi on était d'accord. Permettez-moi, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom de l'ensemble du gouvernement de la République du Mali, à mon nom propre, de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir honoré de votre présence la cérémonie solennelle du lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation, édition 2024. À l'entame de mon propos, mesdames et messieurs, je voudrais avoir une pensée émue pour toutes les populations sinistres de notre pays, mais aussi pour les autres membres de l'Alliance des États du Sahel, victimes qui ont causé beaucoup d'inondations, avec beaucoup de pertes de vies humaines, des blessés et d'importants dégâts matériels. Tous les membres du gouvernement sont sur le terrain. Vous voyez tous les jours le ministre de la Sécurité, notre brave ministre de la Santé. Je crois qu'elle n'est pas là, elle doit être sur le terrain actuel. Elle est là. En tout cas, elle est automatiquement autorisée si elle n'est pas là. Parce que je sais qu'avec les inondations, à tout moment on l'appelle. Donc quand je ne la remarque pas, je ne demande même pas si elle est là ou non. Vous les voyez tous les jours. Le ministre de l'Environnement, qui nous parle tout le temps de ces caniveaux, de ces collecteurs, mais on se demande, si tu demandes à quelqu'un, il peut dire, ministre Koutoum, collecteur du caniveau de là. Mais en réalité, c'est ça son souci. Parce que chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les caniveaux, tout le monde jette ses affaires là-dedans. On attend, le gouvernement est là, monsieur le ministre, ils sont dans leur voiture, ils attendent l'hivernage. Quand il y a les premiers morts là, quand on téléphone au président, le président l'appelle. Il dit, monsieur le président, on va faire le nécessaire aujourd'hui même. On enlève les détritus là, on les dépose au bord. Ça sèche, la prochaine pluie, ça retombe. Et ça continue. Moi, je sais que notre ministre de l'Environnement, il nous a particulièrement sensibilisés sur ça. Et je sais combien les questions d'inondation. Il nous dit toujours, les inondations, c'est en amont qu'il faut les prévenir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts d'hommes. Et je voudrais lancer ici un appel à tous ceux qui ont des maisons, des constructions dans les lits des fleuves. Parce que, vous savez, dans certaines zones, pour vous faire rire, il paraît que ceux qui sont chauves là, ou ceux qui ont la tête, il faut mettre un chapeau, sinon on va lotir votre tête et les vendre. Parce qu'il y a des gens qui ont construit dans les lits du fleuve avec des autorisations. On se demande cet élu-là, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il est là? Donc il faudrait que tous ceux qui sont dans des zones où il y a des risques d'inondation, qui prennent leurs responsabilités. Le ministre de l'Environnement en fait son cheval de bataille. Il nous retient là-dessus tous les jours. Parce que lui, il préfère ne pas attendre. Mais quand il y a des morts, des inondations, c'est le ministre de la Santé, c'est de la Sécurité. C'est pourquoi je ne demande même pas s'ils sont là ou non. Je sais qu'ils sont. Je voudrais aussi rappeler un événement important qui est passé à peu près inaperçu chez nous. C'est le 7 septembre 2023. L'attaque terroriste du bateau de Tombouctou. Vous savez, j'ai écouté les radios dites internationales là. Il y a une radio que vous connaissez, que j'ai écoutée sur Internet. Elle a passé le temps à parler des tremblements de terre au Maroc pendant une journée, le 8 septembre. C'est une bonne chose. Mais aucun mot sur le Mali. Chez nous, j'ai vu quelques groupes aussi qui sortent dans les réseaux pour critiquer le gouvernement, qu'ils se sont réunis, le gouvernement n'a rien fait. Je voudrais dire aux uns aux autres que l'attaque terroriste du bateau de Tombouctou, le 7 octobre 2023, fait partie désormais des dates mémorables au Mali. Il y a eu beaucoup d'actes terroristes. Il y a eu Ogo Sago, un Ogo Sago de
ce bande a beaucoup de morts. Mais Tombouctou, c'est spécifique, pour que vous compreniez. C'est lorsque l'État du Mali a décidé de faire partie les balabala, les papas des forces internationales qui étaient là, MINUSMA. Parce que nous avons chassé Takuba, on a chassé G5 Sahel, on a chassé Barkhane, maintenant on est arrivé au papa, MINUSMA. On leur a dit de partir, sans délai. Vous vous rappelez du discours historique de notre ministre des Affaires étrangères à l'ONU? Ils ont dit on va négocier 6 mois. Mais là-bas, beaucoup ont dit, mais les Maliens, ce sont des plaisantins. Ils ne pourront jamais chasser la MINUSMA. Il y a même un président africain qui a pris l'avion pour fuir de chez lui le lendemain des élections. Vous savez de qui je parle. Qui a dit, mais si la MINUSMA parle, que vont devenir les Maliens? Alors que le même monsieur, en 2019, il était en train de dire, mais le Mali, avec 55 000 forces étrangères, forces armées, les Maliens et les étrangers réunis, 55 000 forces armées. Le terrorisme est allé de l'extrême nord, a pris 80% du pays. Le terrorisme a pris le Burkina, a pris le Niger. Il dit, mais comment ça? Voilà ce même monsieur, conditionné par qui vous savez, qui vient dire, mais les Maliens, qu'est-ce qu'ils vont devenir si la MINUSMA? Eh bien, c'est quand nous avons dit dans la MINUSMA de partir, qu'ils ont dit qu'on ne va jamais y arriver. Quand on est passé à la phase active, nous avons pris Ber. Nos braves femmes ont pris Ber. C'est ce jour qu'on a fait sauter le verrou. Ils ont commencé à nous prendre au sérieux. Et quand notre ami a mis le cap sur Kidal pour nous déstabiliser, des forces spéciales étrangères, pas des forces normales, sont allées attaquer le bateau où il y a des innocents, avec plusieurs dizaines de morts. Mais à cette période, on a entendu certains qui sont dans la presse ici, parce que moi je les connais. Ah, il faut la paix. Les gouvernements là, ils sont trop belliqueux. Mais nous, on a cherché que la paix depuis 30 ans. Mais il y a des moments, il faut s'arrêter. Il faut croiser le fer avec l'adversaire. On détermine à travers le rapport de force clair qui doit avoir le verbe haut. On a assez fait de nous coucher, on marche sur nous. Donc pour nous déstabiliser, on tire des dizaines de personnes, bateau de Tombouctou. On met l'embargo sur Tombouctou. On fait révolter les populations de Gao. On organise une insurrection dans le camp militaire de Gao. Tout cela, il faut que les Maliens comprennent. Ce n'était pas un accident de l'histoire. C'était organisé par des forces spéciales étrangères. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui disent qu'ils sont des Maliens, qui s'appellent CSP, qui assument l'acte terroriste contre des Maliens. Si vous vous rappelez, c'est à partir de ce moment qu'on a lancé un mandat d'arrêt contre eux. On les a traités de disqualifiés pour être des interlocuteurs désormais. On ne peut pas exécuter des dizaines de Maliens et vous l'assumez, après vous venez de négocier. C'est pourquoi je suis surpris. Certains Maliens qui viennent dans les conférences, ah, il faut négocier. Et qui n'a jamais refusé la négociation? Tout ça, c'est pour nous tromper. À un moment de l'histoire, il faut s'arrêter. Quand on veut dire non, on dit non. Et le peuple malien a dit non. Les populations de Tombouctou ont tenu. Ararous ont tenu. Gao ont tenu. Il y a un imam là-bas le jour de l'accident. Il a galvanisé les populations à la mosquée pour dire aux gens qui vont les trouver sur leur chemin. La CEDEAO, qui est prompte à faire les sanctions, a fait un sommet. Ils n'ont même pas parlé de ce qui s'est passé à Tombouctou, sur le bateau de Tombouctou. À l'ONU, même une simple lettre de condoléances au président de la transition du Mali. Il y a un pays qui s'est opposé. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas ces aspects-là. Nous suivons tout. Et c'est pourquoi nous les avons cognés très bien. Après ça, on est monté à Nefis. Depuis 2013, 2012, le Mali n'est pas à Nefis. On a pris à Nefis. On est allé à Kidal ou encore Sekake.
On a rendez-vous à 8h, on vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6h. Djadja, dans la nuit, ils ont transféré toutes les armes lourdes aux terroristes. Nous les avons ciblés, on les a cognés proprement. Et on leur a dit de quitter notre pays. Ce qu'on a cogné là, on fit pour aller à l'extérieur, fait des réunions avec des services secrets français. Et puis des Maliens sont rentrés dans des avions, aller à l'extérieur les rejoindre. Commencer à nous intimider. Ah, ils ne veulent pas la paix. Ah, il faut la paix. Il faut négocier. Ça, c'est du défaitisme. Des gens qui ont tué des centaines de Maliens. Ils vont dans des maisons des services secrets étrangers. Ils viennent dans un pays, deux pays qui ne se sont jamais entendus dans l'histoire, mais sur une seule chose, rendre le Mali un pays vassal. Nous ne serons un État vassal de personne. Et tous les gens qui comptent sur ceci-là pour nous déstabiliser, ils vont échouer. Et j'ai mis en garde tous les pays, tous les individus, tous les États qui se mettent gratuitement contre notre peuple, à la Boumano, à Kelenkele. Tu seras un chef d'État là, Ibébi. Tu es un pays, ton pays sera détruit par d'autres forces que les Maliens. Il faut nous laisser en paix. Nous ne nous levons contre personne. Vous aurez remarqué, tous les pays contre lesquels on s'est levé, c'est quand ils ont voulu se mêler de nos affaires intérieures. Ils ont voulu nous vassaliser. Nous avons dit non, nous ne serons les vassals de personne. Notre pays a une longue histoire. On était tombé un moment. Notre armée est venue nous réveiller. Et nous avons eu ce que j'ai appelé les monnaies baudées. Certains pensaient que c'est la propagande politique. Si ces militaires n'étaient pas venus en 2020, on allait continuer à voyager. Il y a une oligarchie. C'est que les Maliens ne comprennent pas. Il y a à peu près un groupe de personnes, peut-être quelques milliers, sur les 22 millions, qui voyagent, qui ont des primes, qui ont des noms, politiciens, militaires, juges, ceci, cela. C'est eux qui maintiennent notre pays. Ils sont dans des combines. Des gens ont dit que moi je suis contre les partis, je suis contre personne. Mais j'ai les yeux ouverts. On a fait tout le temps dans l'ordre. On nous a mis des lunettes en bois. Ces militaires sont venus, nous ont aidés à enlever ces lunettes-là. Et quand on dit les monnaies baudées, on dit non, 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 il est en train de flatter les militaires avec un soldat sous la guerre. Nebeka Mali de l'Adja. Nous, Koumana, on serait dans le désordre. Tous les activistes politiques là, on va les corrompre, les tuer, les faire émigrer. Et le Mali allait être un pays esclavagiste. On allait nous diviser. Et les gens exploitent tout, ils amènent à l'extérieur. L'or à Kidal, l'or à Gao, le fer à Ansongo, tout est exporté. Ansongo, depuis 2009, j'ai tapé à toutes les portes. À Tessiga, il y a une mine de manganèse. On remplit les camions, on va au Niger, ça va au port et ça va à l'extérieur. C'est la semaine passée que le gouvernement a décidé de les mettre dans la propriété de Sorem. C'est terminé. À Intaka, c'était la même chose à Gao. On prenait de l'or. Des gens recevaient près de 100 millions par mois, à eux seuls. Ils font des discours dans les médias. Ils donnent quelques milliers à quelques personnes qui parlent et on nous maintient dans l'obscurité. Intaka, l'État malien a pris la versé dans les propriétés de la Sorem. Terminé. Nous allons faire la même chose à Kidal. À Tinzawaten, tous les bandits se sont regroupés là-bas, soit disant qu'ils enlèvent de l'or. Nous allons régler les comptes là-bas. En bas là-bas, la Téméo. Dieu est avec notre peuple. Moi, je suis convaincu. C'est pour cela que quand nous avons mis le gouvernement en place, en juin 2021, parce qu'il y a la grande capacité d'oubli chez le peuple. Ma première réunion avec les politiques, quand j'ai dit que nous voulons suivre les revendications du peuple malien, le peuple s'est soulevé pour la sécurité. Le peuple s'est soulevé pour lutter contre la corruption et l'impunité. Le peuple s'est soulevé pour avoir des réformes.
Le peuple s'est soulevé pour avoir un accord avec nos frères du Nord, un accord qui ne démembre pas le Mali. Le peuple s'est soulevé pour qu'il y ait une paix sociale. L'émis de l'administration a négocié pendant 2 ans. Nous avons fait un pacte social avec les syndicats. C'est un discours qui peut ennuyer certains. Ces syndicats, nous savons qu'il y en a qui ont voulu rentrer là-dedans pour les amener à se révolter contre l'État malien. Et c'est ce qui m'a amené à saluer le sens patriotique des dirigeants des syndicats maliens. Et ils ont refusé de comploter contre leur pays. Donc toutes les tentatives de soulever les travailleurs contre le Mali ont échoué. L'accord, j'avais dit dans le premier discours, le 13 juin 2021, qu'il faut faire une application intelligente où on ne divise pas le Mali. En 2023, intelligent, ça c'est l'accord. Les réformes. Le peuple s'est battu pour des réformes depuis 2018. Là même CEDEAO qui fait du bruit a envoyé une délégation ministérielle dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui a fait 2 semaines au Mali. Et ils ont fait un rapport pour dire qu'au Mali on ne doit plus organiser des élections sans faire des réformes politiques et institutionnelles. 2018, on n'a jamais fait les réformes. Ces réformes sont faites aujourd'hui. La constitution, on n'a pas une nouvelle constitution. Ça fait 20 ans qu'on voulait changer. On voulait mettre une assemblée fantoche qui allait nous donner une constitution bidon qui allait diviser notre pays. Nous nous sommes soulevés, le peuple malien s'est soulevé contre. Et aujourd'hui, on a les réformes. La lutte contre la corruption et l'impunité. Le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Mais il y a une lame de fond qui est en train de s'organiser pour redresser la justice malienne, pour réinstaurer la confiance entre le peuple et la justice. C'est pourquoi tous les ordres sont en train de faire le congrès. Après, on fera un congrès. Je leur ai dit qu'il ne faut pas que ce soit un catalogue d'intentions. Il faut que les problèmes du Mali soient résolus. Et enfin, la sécurité. Mais quand j'ai exposé ça aux hommes politiques, il y en a qui m'ont dit, mais vous savez, une transition n'est pas faite pour ça. Vous faites les élections, vous partez. C'est un gouvernement nouvellement élu qui est légitime qui peut faire ces transformations. Depuis au dos, né à Foy, Ambebo Dakelen fait partie en B Mali, mais Antebo Dakelen. Chaque transition a ses réalités. Le rôle d'une transition, c'est de résoudre les problèmes qui ont prévalu à l'avènement de la transition. Si vous venez organiser une élection bidon comme ça, on va corrompre les gens encore. Comme on a su après, les gens qui volent l'or au nord, on a pris certains après. On allait par un 100 kilos d'or. Les 90 kilos d'or partent là où vous savez. Les 10 kilos, on les amène à Bamako. On repartit entre les, je me suis du terme, les grandes gueules, des politiciens, des gens dans l'appareil de l'État. On prend notre peuple en otage. Vous parlez, on vous met en prison. On vous élimine. On vous corrompt. Ces gens-là, ils sont à peu près 1000, 2000. Mais les 20 et quelques millions, ils sont dans la souffrance. Ils ne sont pas propriétaires de leur richesse. Mais il fallait qu'une armée donne le là. C'est pour cela, en 2021, il fallait parler, expliquer aux Maliens, expliquer au monde. Mais ces paroles ne valaient rien si sur le terrain, l'armée ne prenait pas le dessus. C'est sur les 2 pieds qu'on a dansé. Au début de la transition, beaucoup sont témoins. Il y a beaucoup qui crient aujourd'hui, qui étaient contre les assises nationales de la refondation. Ils l'ont écrit, ils ont cherché à convaincre les dirigeants. Nous avons dit non. Les assises nationales permettent de légitimer le pouvoir. Parce que les gens du M5 qui pensent que c'est eux qui ont tout, les militaires qui ont fait le coup d'État, et la majorité des Maliens vont se retrouver et tracer une nouvelle feuille de route pour le gouvernement. C'est ce qui a été fait. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On est allé à l'extérieur. Ah, le premier, c'est Kliba.
Il insulte les partis politiques. J'ai dit, mais si c'est ça l'insulte, sinon personne ne peut vous montrer une insulte. C'est le débat politique. On a dit en ce moment, il faut enlever les lunettes en bois. Là. Nous avons préparé les assises, c'est le gouvernement, les ministres qui l'ont préparé sont là. Et ils ont préparé les réformes. Le président nous a envoyé à l'ONU. Certains pensent qu'on s'est levé, on est rentré dans l'avion, mais c'est le président. L'expression qui a retenu les esprits, je veux que vous compreniez. Laisser en plein vol, c'est quoi? Vous êtes dans un avion. En l'air, on ouvre une fenêtre, on vous dit de sortir. C'est ce qu'on faisait au Mali. Les Maliens mouraient, on ne peut pas payer des armes. Nous ne pouvons pas payer des lunettes à vision nocturne. On paye des avions de transport, on refuse de nous donner, on enterre nos soldats dans les fosses communes. Quand le régime a changé, les militaires maliens ont discuté avec les Russes. Nous avons eu des hélicoptères, des avions, avec les Turcs, on a eu des drones. On a cogné ces gens-là. Et nous avons déshabillé leur chef. Le grand Manitou, d'après un vieux Djerma là, Dobé, il était couché, il y avait une anana et fini ba aka. Béaya, nu. Tout ça s'est fait en décembre 2021. Parce que les gens ont le sentiment d'oublier. C'est en ce moment que l'armée a lancé la grande offensive. Pour attaquer les terroristes dans leur fief. Sinon avant c'était des camps militaires qui étaient attaqués. Pour détruire leur fief. Pour amener la peur dans leur camp. Sur le plan politique, on a continué qu'à Balabaïn, qu'à Gauchadala. Et ils ont trouvé le relais ici pour nous déstabiliser. L'équipe est restée soudée. Il y avait la démarche politique et il y avait les militaires maliens. C'est les deux qui ont tenu. Quand l'embargo a été déclenché le 9 janvier, c'est la même équipe qui s'est retrouvée. Nous avons dit qu'on va demander au peuple malien. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Le peuple est sorti le 14 janvier. Le jour de la souveraineté retrouvée. 4 millions de Maliens dans la rue. Du jamais vu. C'est ce jour que s'est joué le destin de la transition. L'armée a cogné toutes ces bases-là. Ils ont commencé à se disperser. En ce moment, ils ont commencé à aller s'attaquer aux paysans, aller dans les champs, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vous dis tout ça parce que j'entends des discours. Ah, la vie est difficile. Chaque chose en son temps. Avant, en comptant nos militaires, on les enterrait dans les fosses communes comme des animaux. Et l'argent qui sort du trésor, il y a des individus qui pactisent avec des pays étrangers. Ils achètent des maisons, ils mettent dans les comptes et les militaires mouraient. Ce sont ces gens-là qui sont dans les médias, qui sont partout. Ah, le premier c'est clivant, le gouvernement de transition ne travaille pas. Nous travaillons. Quand nous allons sortir de cette étape, d'autres vont venir continuer. Donc ces discours-là, il ne faut pas qu'on nous embobine. Ah, la vie est chère, ah, il y a trop de pluie. Mais même quand quelqu'un meurt sous une pluie, on dit que c'est le président. Mais Assimi Goïta a à voir avec ça. Mais il y a des gros parleurs qui viennent parler, ah, il faut la paix, et ils amènent le nom de Dieu. Il y a des gens qui ne sont rien, ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Fougoto, ils ne sont rien, ils mentent. Dieu sait ce qu'il veut. C'est pourquoi notre armée gagne. La deuxième étape, ils se sont dit il faut les mettre en conflit. 2022, 2021, ils ont prémis Skiliva. 2022, Oumakou. 2023, ils ont repris du service. Si vous écoutez les radios aujourd'hui, les réseaux, les débats, tout le discours, c'est opposer les politiques et les militaires. Mais ce que les jeunes ne comprennent, un État c'est un tout. Nous avons été parler à l'ONU. C'est là-bas qu'on a déclenché la vague politique qui a emporté les traîtres et leurs chefs. On ne s'est pas allé là-bas comme ça. C'est Assimi Goïta qui nous a envoyés. Le ministre de la Défense, il a réorganisé l'armée. Ayou Bunte Kabou Malila. Assimi Goïta est le chef suprême des armées. Donc c'est sous son autorité qu'on a agi.
Donc quand quelqu'un vient aujourd'hui, fait des discours, ah les prémices, ils parlent trop, ils parlent de... Je vais parler parce que je veux que les gens comprennent. Parce qu'ils veulent les laisser dans l'obscurité. En tesson, on va le dire. Le Premier ministre va parler. Et tous les menteurs qui viennent dans les médias, c'est déjà, je vais leur répondre. Si tu mens, on va te dire que tu as menti. Parce que ce sont ces genres de gens que les autres utilisent pour déstabiliser nos pays. Et nous, on laisse faire. Ils ont le verbe haut, ils sont dans les partis, certains sont cachés dans des mouvements, je ne veux pas dire les noms, mais ils sont dans tous les secteurs. Où le débat, il ne faut pas répondre à tout le monde. On va répondre à tout le monde. Jusqu'au jour où on est sûr que leur objectif maintenant, c'est de créer les troubles au sommet de l'État. Nous avons une conscience claire des priorités. Il y en a que j'ai appelé récemment les M5 défroqués. Certains ont dit, mais défroquer c'est quoi? Défroquer, c'est les gens qui abandonnent leurs convictions. Le gouvernement qui est là, quand on l'a mis sur place le 1er juillet 2023, mais il y a des gens qui sont venus me dire, mais pourquoi tu ne t'es pas opposé au président? Pourquoi tu n'as pas refusé de signer? On a voulu faire révolter tous les dirigeants du M5. Moi, j'ai reçu plus de 100 personnes. Je leur ai dit que vous savez, moi, j'ai fait la part des choses. Les adversaires du Mali et leurs alliés ici ont fait 3 ans à se battre pour me mettre en conflit avec Assimi Goïta. Si j'ai refusé de signer ce décret-là, je vais leur donner sur un plateau d'argent, ceux qui n'ont pas pu avoir. Je l'ai signé, Fanam bas signé. C'était, on dit, ah non, est-ce que ceux qui sont sortis, c'est ceux les corrompus? J'ai dit, je n'ai jamais dit ça. Tous les ministres qui sont sortis, je leur ai dit, chacun, ni ba fait kafo président Kouket se ka barake ni ne barandez-vous tibeta président au ba fo sutura là. Sutura de Kagny. Ce jour-là, j'ai dit aux gens, en baisse salon qu'on n'est plus de 100. Si on enlève les habits là, bébé bolikabo. Sutura de Kagny. Donc sutura là, j'ai dit à chaque ministre, ni ba fait ka don pour qu'à président yibo. Ne barandez-vous tibeta président au ba fo nyogo, ne ta fait ka don. Les gens étaient près de 100 ici. Donc, non, et ils veulent te tromper. J'ai dit, ça, c'est l'agenda humain. Il y a l'agenda de Dieu. C'est toujours différent de l'agenda humain. Dans un pays voisin ici, qu'est-ce que le président a fait? 1000 militants d'un parti. Tous les dirigeants en prison. Leurs avocats en prison. On les a sortis à 9 jours d'une élection, d'une campagne de 21 jours. Moi, Fanganta, le lendemain, il a fui. Ça, c'est l'agenda de Dieu. Donc j'ai dit aux intéressés là, si vous croyez qu'il y a des combines, moi je ne suis pas dans des combines. Je sais que tout ce que nous avons fait, c'est parce qu'il y a eu un nouveau leader. C'est le même pays, c'est les mêmes terroristes. Pourquoi on a gagné sur le front militaire? Parce qu'il y a un nouveau chef suprême des armées, parce qu'il y a un nouveau ministre de la Défense, parce qu'il y a un nouveau chef d'état-major. On a insufflé une nouvelle énergie. Au Monebo Deon. Oui, Monebona. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Ah, il faut faire attention. Et bien, quand militaire ou encensé, ou bien ça, c'est ton affaire. Je leur ai dit devant tout le monde. Nebe Maliko de là. J'ai demandé aux gens entre le 5 juin et le 20 juillet, qui a demandé à être ministre? Personne. On a dit sécurité, réforme, justice, accord pour la paix. Est-ce que sur ce plan, quelqu'un peut attaquer le gouvernement d'Assimi Goïta? Il n'y en a pas. Maintenant, Karsadora, Missia, la Karsabora, là. Mais on peut rendre des services sans être ministre. Moi, j'ai rendu plus de services quand j'étais sorti des gouvernements. Et j'ai donné l'exemple, plus que quand j'étais ministre. Donc, ramener toute la vie des mouvements au poste de ministre au marché. Et puis, tous les citoyens ont le droit d'être choisis par le président ou le premier ministre pour parler au nom des Maliens. Le tour n'est pas content de l'équipe, on les chatte. On peut rendre service à ce... Il n'y a pas de ministres qui sont devenus ambassadeurs. Mais il y en a qui ont dit, le premier ministre là, et il nous a trahis pour garder son poste, on va le combattre. Donc on le diabolise dans la ville.
il parle trop, il complote contre les militaires, il veut être président, il y a ceci. Mais moi, je me suis présenté au présidentiel en 2002. Les militaires là étaient tout jeunes en ce moment. Donc, ce n'est pas interdit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est sauver le Mali. Donc, ceux qui pensent aux élections présidentielles, ou bien faire là, moi, je ne suis pas là pour ça. Néo fouillé devant tout le monde. Plus de 100 personnes qui étaient chauffées à blanc. J'ai dit dans ce gouvernement, tous ceux qui complotent à la Boumalou, tous ceux qui complotent, sans exception, dès que j'ai pris fonction, moi j'ai dit à tous les gens au M5, ma chicane transition, la banque Koukoumafou, qui va devenir quoi? Sans que je n'en discute avec le président. Ni résultat Boramba Faoui, ni Misona, Ambeto, ni Massambe Femereke. Mais maintenant on est venu tout changer. Les mêmes personnes sont dans les médias, ils vont à l'extérieur, ils font ah non, moi mon problème avec le Premier ministre, il veut être président, je suis contre lui. Il veut tromper les militaires. Le président va tromper les militaires pour aller où? Un pays tout pouvoir politique qui ne s'appuie pas sur l'armée, c'est du vent. C'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu faire ici des pouvoirs politiques démocratiques sans armée. Au Titaïrochi. Un pays, c'est l'armée et le politique. L'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Tout politique conscient doit tenir à l'armée comme à la prière de ses yeux. Tout le reste des coups là, des petits complots. Et vous aurez remarqué à partir de mi-2023, il y a des nouveaux acteurs. Des anciens agents doubles, des gens de la 3e colonne, des gens qui veulent nous tromper. Ils ont retourné les vestes, ils sont devenus des soutiens de la transition. Je dis c'est des faux soutiens. Ces faux soutiens-là, c'est des copies, ce n'est pas des originaux. On va verser de l'acide sur eux, ils seront déteints. Moi, je vous dis tout ça parce que on est dans un processus d'éducation. C'est pour que vous compreniez, parce que sur l'éducation, je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a des gens qui connaissent. Mais sur la grande politique de notre État, même des membres du gouvernement ne comprennent pas certaines choses. Mais il faut que vous compreniez. Ce n'est pas pour rien que moi je me suis mis en tenue AES pour venir devant vous aujourd'hui. Vous n'avez pas vu que je suis en tenue AES? Beaucoup n'ont pas remarqué, c'est maintenant que vous allez voir. On va faire l'AES. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous dire que cette cérémonie, c'est pour l'éducation. Nelson Mandela a dit, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. L'éducation, c'est la base. Dans l'avenir du Mali, nous, on résout les missions que l'histoire nous a confiées. Mais l'avenir du Mali, c'est dans les mains de ces dames-là que j'ai vues ici. Là. Les enseignants, là, vous autres, là. C'est vous qui allez faire le Mali de demain. Mais vous avez besoin de comprendre certaines questions géostratégiques, géopolitiques, de portée historique. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il n'y a aucun problème au Mali. Ceux qui rentrent dans les problèmes, ou bien Malou. Toute personne qui rentre dans les combines, avec Malou. Parce que le peuple malien est un peuple béni. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous souhaitez bonne chance. Vous dites que je déclare ouvert vos cérémonies de l'édition 2024 des sujets sur l'alphabétisation au Mali, avec un thème révélateur. Vous avez bien fait de ne pas le changer. Le thème international correspond aux nécessités du Mali et vous avez bien fait de le conserver. Je voudrais vous remercier et dire merci à tout le monde.